19 novembre 2018. Nous sommes au Japon. Il est 20h heure locale. L'ex-PDG du fleuron national français Renault vient de se faire arrêter par les autorités japonaises. Véritable roi de la coupe budgétaire, accusé de fraude, qui était-il vraiment et était-il vraiment coupable? Certains l'auront compris. Aujourd'hui, on va bien parler d'un des plus puissants patrons qui a foulé cette terre, Carlos Ghosn. L'histoire du jeune Carlos débute en 1954 au Brésil. Plus précisément à Porto Velho, petite ville située juste en dessous de la forêt amazonienne. Ville peu importante de sa vie, car il dira n'en avoir que des souvenirs flous. Pour cause, il n'y restera pas longtemps, car suite à des complications médicales et une santé fragile, les médecins conseillent à ses parents de quitter le Brésil pour assurer un environnement plus stable et plus sain pour le jeune Carlos. C'est donc à Beyrouth, capitale du Liban et pays d'origine de ses parents, qu'il passera la majorité de son enfance. Il étudiera même dans la prestigieuse école Collège Notre-Dame de Jamour, vouée à former la future élite du pays libanais. Notre futur PDG grandit donc dans un mélange de cultures. Le portugais est sa langue natale, en raison de sa naissance au Brésil, mais en grandissant au Liban, il apprend l'arabe et le français. Plus tard, il maîtrisera également l'anglais, ce qui fera de lui un véritable polyglotte. Pour fermer le chapitre de son enfance, elle était plutôt calme et discrète, mais malheureusement marquée d'un événement qui laissera une trace indélébile au jeune Carlos. Lorsqu'il est âgé de 8 ans, le père de Carlos, Georges Ghosn, qui était agent de change, comme celui de Madoff, première vidéo de ma chaîne, je vous la conseille, fut condamné à mort au Liban pour l'assassinat 2 ans plus tôt d'un prêtre avec lequel il organisait un trafic de diamants. Amen. Selon les dires, en voulant intimider son collaborateur, qui essayait de lui mettre à l'envers, l'intimidation se finira avec une balle dans la tête et une balle dans le dos, ce qui n'est plus vraiment de l'intimidation. Le père sera finalement condamné à 15 ans de prison et ne donnera plus aucun signe de vie. Fast forward vers ses 18 ans et un nouveau départ en France. Son objectif, intégrer Polytechnique à Paris. Connu pour être l'une des écoles les plus prestigieuses de France et qui assure bien entendu une grande carrière à la sortie, il effectuera donc un passage à l'école préparatoire Stanislas en mathématiques spéciales et arrivera par la suite à intégrer Polytechnique. Et bien entendu, il en sortira diplômé. Mais s'il y a bien une chose à savoir sur Carlos Ghosn, c'est qu'il a toujours faim. Il enchaînera donc avec l'école des mines de Paris, une école qui forme les dirigeants de demain. Elle est fondée le 19 mars 1783 sur ordonnance du roi Louis XVI. Ouais, le roi qui a perdu la tête au sens propre du terme. Le but premier de cette école étant de former des directeurs intelligents pour les mines du royaume de France. Ouais, sur le CV, ça claque, surtout qu'il en a obtenu le diplôme. Mais bon, Carlos doit maintenant trouver un poste. Et heureusement qu'il cherche pas en 2024, car avec un CV pareil, il serait certainement caissier chez Lidl. Pour l'anecdote, il faut savoir que l'école des mines possède des liens très étroits avec l'État français. Cela permet à l'école de placer les jeunes diplômés dans des entreprises françaises et ne pas perdre de talent. Les jeunes sont donc proposés aux entreprises qui, en échange, formulent leurs offres directement aux profils qui correspondent avec leurs idéologies. Passionné d'automobile et natif du Brésil, c'est l'offre de Michelin qui séduira Carlos. Mais pourquoi est-ce que j'évoque le Brésil et Michelin? Pour la faire courte, c'est simplement un point du cahier des charges de l'extension du groupe Michelin à l'international. Et non, ce n'est pas encore l'époque d'Ayrton Senna. Carlos débarque donc à Clermont-Ferrand en 1978 pour sa première année chez Michelin. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un d'incisif dans ses diagnostics et qu'il a toujours un mot pour rire. Mais derrière son humour, Carlos est déterminé et n'a qu'une seule idée en tête, obtenir le poste au Brésil et devenir directeur de l'entreprise. Mais avant de devenir directeur de l'entreprise, il va devoir passer par la case chef de fabrication à Cholet et ensuite directeur de l'usine du Puy en 1981. Où il devient le plus jeune directeur de chez Michelin par la même occasion. Dans cette usine, il gère quotidiennement entre 300 et 700 personnes à seulement 27 ans. Un record pour l'époque. En 84, le souhait de Ghosn commence à se réaliser. Michelin décide qu'il faut relancer le groupe au Brésil, même période pendant laquelle un dénommé Ayrton Senna déchaîne toutes les passions sur le sport automobile. L'objectif est donc clair pour Michelin. Il faut renouer avec le Brésil, mais petit couac, selon eux, il faut un Brésilien pour cette mission. Vous connaissez un Brésilien, vous? Il atterrit donc au Brésil à 31 ans, en 1985, et devient directeur de Michelin Brésil. Il dirige donc 2 plantations, une usine de fabrication de pneus et une usine de transformation d'acier. Pays dans lequel il va faire des miracles. Une formule à base d'analyse, de synthèse, une organisation minutieuse et une communication chirurgicale. 4 gros piliers qui forment la formule magique Carlos Ghosn. Grâce à lui, Michelin Brésil passera de déposer le bilan à faire passer les résultats en positif en seulement 2 ans. En contrepartie, il est à noter que son plan de redressement comprenait une restructuration sévère avec fermeture d'usines et réduction d'effectifs, ce qui signifie perte d'emploi. Les années passent et les résultats sont excellents sur 4 ans. Vient alors l'année 89.
François Michelin, président du groupe, commence à envisager Carlos comme futur successeur pour le poste de directeur général chez Michelin Amérique du Nord. Naturellement, il en fait part à Carlos, qui acceptera à contre-cœur de quitter le Brésil. Selon Carlos lui-même, ce fut une décision compliquée, car toute sa famille vivait au Brésil et qu'il commença à s'attacher au pays. Sa première mission sera de gérer l'acquisition d'Uniroyal au sein du groupe Michelin. Dès la clôture du deal en 90, ses premières mesures ne se feront pas attendre. Il ferme d'emblée une des plus grosses usines avec 1300 licenciements. La méthode Ghosn est donc en marche. Même méthode qui lui vaudra le titre de Cost Killer, en français, le tueur de coups. C'est d'ailleurs aux États-Unis, pays où il sera énormément critiqué par ses prises de position, qu'il dira avoir développé une vraie carapace anti-critique, alors que ce sont ces mêmes décisions qui propulsent Michelin comme plus grand manufacturier de pneus au monde. Pourtant, il se fera chasser par les siens en 96, François Michelin étant plus humain, selon les propres mots de Carlos. Un homme n'est pas une ressource, c'est un être humain qui vit. Prenez 1 kilo de charbon, mettez-le dans une bouteille, une boîte, et puis vous revenez 3 siècles plus tard, vous trouvez le charbon identique, il n'a pas bougé lui-même. Ben, l'homme est un arbre extraordinaire. Sa méthode de réduction des coûts ne plaisait plus à l'entreprise, on ne sait pas de qui vient la décision, mais les chemins se séparent. 18 ans de bons et loyaux services, des chiffres records, sans même l'ombre d'un remerciement. Cette note clôturera définitivement son aventure chez Michelin. Suite à la démission de Ghosn chez Michelin, il décide de revenir en France et de rejoindre la marque aux losanges, Renault. En effet, Louis Schweitzer décide de recruter Carlos alors que Renault est dans le rouge. La mission de Carlos étant simple, revenir dans le vert. Et donc, c'est bien au poste de numéro 2 qu'il sera embauché avec comme promesse de bons résultats, devenir numéro 1. Lorsqu'il arrive, il se prête directement au jeu et se réadapte très vite à l'environnement à la française. Il sera très dur et exigeant comme il a l'habitude de le faire, et une fois son analyse personnelle terminée, il met en place une équipe d'analystes afin de mettre en place un plan financier pour récupérer 20 milliards en 3 ans. Bon, comme d'hab, fermeture de 3 usines, 3 ans, 3 usines, c'est logique. Finalement, seule l'usine de Vilvoorde en Belgique sera fermée, et cette décision commencera tout doucement à l'énerver, car selon lui, Schweitzer était beaucoup trop mou et n'osait pas prendre les mesures que Carlos demandait. L'histoire que le grand public connaît, c'est bien entendu le début de l'alliance Renault-Nissan. Nous sommes en 99, Renault cherche à diversifier ses marchés, et ça tombe bien, Nissan est en pleine crise financière. Leur dette est de 2,1 billions de yens, soit un peu plus de 20 milliards de dollars. Toute la sphère financière est formelle, le bateau a déjà coulé. Pourtant, c'est bien Renault qui servira de canot de sauvetage, avec comme capitaine Carlos Ghosn. Hanawa-san, go shoukai arigatou gozaimasu. Kabunushi no minasama hajimemashite, Carlos Ghosn desu. Carlos va donc présenter son plan Nissan Revival Plan. L'objectif est un retour à une marge opérationnelle de plus de 4,5% du chiffre d'affaires et la réduction de la dette courante de 50% dès la fin de l'année fiscale 2002. On peut d'ailleurs retrouver le PDF en entier sur internet, et ce sont d'ailleurs les slides que j'utilise actuellement. On peut observer par exemple ici la fermeture de 3 usines et le passage de 24 voitures différentes à produire à seulement 15 plateformes pour la plupart des véhicules. La réduction du nombre de fournisseurs est également reprise. Il y a également la restructuration qui prévoit le licenciement de 21 000 employés, avec comme conclusion un retour aux bénéfices en 1 an et un objectif de réduire les coûts de fonctionnement de 1 trillion de yens en 1 an. Il s'engage à démissionner avec tout le conseil d'administration si ces objectifs ne sont pas atteints. Comme vous le savez, Ghosn n'a pas démissionné, loin de là. Octobre 2000, le groupe annonce un résultat d'exploitation en hausse de 134% et un résultat net de 170 milliards de yens. C'est le jackpot. Le plan fonctionne. Et bien entendu, en 2003, Nissan efface toutes ses dettes et fera même 33% de résultats nets. L'année qui suivra, l'entreprise Nippon deviendra l'un des groupes automobiles les plus rentables au monde, avec en 2004 une marge opérationnelle de 11%, 3,4 millions de voitures vendues et un bénéfice de 3,8 milliards d'euros. Tout ça en 5 ans. Carlos Ghosn est bien devenu l'empereur chez Nissan. En 2005, l'annonce tombe, Carlos Ghosn est nommé PDG du groupe Renault. La dernière demande de Louis est qu'il nomme un CEO pour Nissan. Demande qui n'aboutira jamais, car notre franco-libanais décide de prendre les 2 casquettes. Il va donc gérer une entreprise en France et l'autre au Japon, malgré les 10 000 km qui les séparent. Pour l'anecdote, en 2008, il assume également la fonction de président du conseil d'administration de Nissan, et en 2009, il succède à Schweitzer en tant que président du conseil d'administration de Renault, ce qui commence à faire beaucoup de casquettes et donne une impression de vouloir les pleins pouvoirs. Et à ce niveau-là, ce n'est plus une impression. Retour en 2006, et vous l'aurez compris, nouvelle investiture, nouveau plan, Renault contrat 2009. Son objectif, vendre 800 000 véhicules supplémentaires avec comme fer de lance la Logan, la Twingo 2 et la Laguna 3.
Et comme d'habitude, réduire les coûts de manière significative, optimiser les investissements et réaliser une marge opérationnelle de 6% en 2009. Ah oui, depuis tout à l'heure, je vous parle de marge opérationnelle sans vous expliquer c'est quoi. C'est le résultat d'exploitation d'une entreprise divisé par le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires étant le total des ventes de l'entreprise et le résultat d'exploitation étant le chiffre qui permet de déterminer si l'entreprise est rentable dans sa production. Je ne vais pas plus creuser n'étant pas comptable. Sauf que tout le monde le sait, en 2007-2008, la crise des subprimes éclate pour de bon, les marchés reculent partout dans le monde, les bénéfices de Renault reculent de 7% en 2007. Pour la première fois, Carlos doit admettre que son plan ne fonctionnera pas, mettant en cause bien entendu la crise et les retards sur la Twingo. Seul un petit pourcentage de bénéfices sera dégagé en 2008, ce qui est déjà incroyable au vu de la crise. Renault va donc revoir son plan produit et préparer un plan de restructuration pour la rentrée 2008. Ce plan comporte quelques 6000 suppressions de postes, dont 4800 en France. Deux objectifs n'ont pas été atteints, celui de la croissance et celui de la rentabilité. Il faut donc un nouveau plan. Bon, vous commencez à comprendre le pattern. Nouvelle année 2010, nouveau plan. Carlos Ghosn annonce donc le plan qui conduira Renault jusqu'en 2016, le plan Drive the Change, qui prévoit d'être l'ère du renouveau de la marque, nouveau design, nouvelle voiture 100% électrique et un axe encore plus poussé sur l'international. Les nouveaux modèles qui serviront de premier angle d'attaque seront la Zoé pour la voiture électrique, le retour du Duster pour le design/développement, et bien entendu de nouveaux contrats avec la Chine, le Brésil, l'Inde et la Russie pour l'international. En 2013, le plan n'a pas encore fait sensation. Les ventes de véhicules totalisent 2,63 millions de ventes, au lieu des 3 millions espérés, et la marge opérationnelle pour 2013 est en dessous de son objectif de 5%. Cependant, l'entreprise ne se porte pas mal, et les contrats internationaux dans les pays émergents fonctionnent bien. Le Brésil et la Russie sont devenus respectivement 2e et 3e marché du groupe, après bien entendu la France. Pour ce qui est des véhicules électriques, au travers de ces 5 modèles du groupe, Renault réalise un chiffre de vente total de 66 809 véhicules vendus. Et c'est grâce à ces résultats que Renault accueillera au sein de l'Alliance le constructeur russe de la légendaire Lada, Avtovaz. On accélère en 2016 et Renault publie des chiffres records. Le groupe a atteint l'ensemble des objectifs du plan Drive the Change et accueille également un nouvel allié japonais, Mitsubishi Motors. Justement, en parlant de Mitsubishi, on parle bien du Japon. Il faut donc savoir qu'un plan était également dirigé du côté japonais sur le flanc Nissan avec le Power 88. Également lancé en 2010, l'objectif étant de rejoindre les 8% de marge opérationnelle en 2016. Le plan avait des axes similaires à celui de Renault, comme la voiture électrique représentée par la Leaf, le développement par la mythique Nissan GT-R et bien entendu des contrats internationaux. On arrive donc tout doucement en 2017. Nissan commence à battre de l'aile, d'autant plus que le rachat de Mitsubishi va enterrer les profits des deux entreprises japonaises pour de bon. C'est le moment également où Carlos va céder sa place de PDG de Nissan à Hiroto Saikawa. D'ailleurs, cette passation de pouvoir donnera lieu au plus mauvais timing de la vie de Carlos Ghosn, car cette même année 2018, Emmanuel Macron demandera à Ghosn de prolonger son mandat en tant que PDG et de fusionner une fois et pour toutes le groupe Nissan au sein du groupe Renault. D'abord hésitant et fier de son bilan, il finit par accepter sur base de l'avis du Conseil et du président de la République. Ça aide un peu. Le Japon y aura bien entendu une déclaration de guerre qui déclenchera la chute de Carlos Ghosn un peu plus tard. Pour commencer en douceur, selon ses camarades de classe et selon lui-même, on peut apprendre que Carlos Ghosn était un très bon joueur de flipper. Dans le milieu, on dit qu'il masse bien la machine, et on ne parle pas d'une masseuse japonaise. Hein. Dans le même style, pendant les JO de Rio 2016, il aura l'honneur de porter la flamme olympique. Un peu moins drôle, fin août 2010, le siège de Renault reçoit une lettre anonyme qui reprend les phrases suivantes. Il y a des personnes qui sont en train de vendre de la propriété intellectuelle autour des véhicules électriques à des intérêts étrangers, sous-entendu à d'autres pays. 3 noms sont cités, Michel Balthazar, Mathieu Tenenbaum et Bertrand Rochette. Sur base de l'espionnage industriel, les 3 cadres seront virés en janvier 2011 et Carlos affirmera sur TF1 en direct. Imaginez que ces preuves, vous ayez du mal à les détailler, mais est-ce qu'elles sont par exemple d'ordre financier? Est-ce qu'elles sont des témoignages internes? Est-ce que vous avez des choses concrètes? Elles sont multiples, si vous voulez, et c'est bien pourquoi nous avons déposé une plainte contre X. Tous ces éléments seront transmis à la justice. Nous avons dit que nous allions coopérer complètement de manière très transparente. Nous attendons les conclusions. Finalement, ces certitudes étaient basées sur de fausses informations, les 3 cadres étant licenciés injustement. Carlos présentera ses excuses à nouveau en direct sur TF1. Je me suis trompé, nous nous sommes trompés et il semble que nous ayons été trompés. C'est-à-dire que ceci n'est pas parti de rien, il est parti d'un certain nombre d'informations qui manifestement auraient été tronquées. Mais vous fumez, monsieur. En parlant d'espionnage concernant la voiture électrique, saviez-vous que notre protagoniste était un précurseur et ardent défenseur de la voiture électrique? Moi, je ne le savais pas. Pour moi, c'est la Nissan GT-R que je retiens de lui, étant passionné automobile. Lors de l'écriture, j'ai donc appris à ma surprise qu'un jour, en 2008, il déclare « Nous devons avoir des véhicules à zéro émission, rien d'autre n'empêchera le monde d'exploser ».
C'est d'ailleurs ce même intérêt pour le véhicule zéro émission qui lui vaudra d'être nommé au comité des sources d'énergie nouvelles et renouvelables de l'ONU. Voilà. Et même si pour vous, c'est Tesla qui amène la voiture électrique technologique sous la lumière des projecteurs, c'est pourtant bien Renault qui se trouve parmi les 4 grands constructeurs automobiles qui ont fait le plus d'avancées sur la conduite autonome. Et ouais, il n'y a pas que Elon Musk sur Terre. Il faut savoir que Carlos négociera même un partenariat avec Microsoft pour augmenter la connectivité dans les véhicules et l'expérience utilisateur. Pourtant, la tablette dans la talisman rame toujours du cul. Oui, je parle en connaissance de cause. Au passage, en parlant d'entreprises présentes aux États-Unis en 2008, Obama en personne lui proposera le poste de PDG chez General Motors. Bien entendu, en doublant son salaire. Mais par loyauté, il restera chez Renault. Aujourd'hui, il dit regretter de ne pas avoir pris ce poste au vu de la tournure de sa vie. Une dernière anecdote et un point plus noir que certainement les plus anciens auront retenu, dont moi, est lorsqu'un collaborateur s'était pendu sur le site de Cléon en 2013 en mettant en cause directement Carlos avec dans sa lettre d'adieu « Tu expliqueras cela à mes filles, Carlos », mettant en cause la pression que l'entreprise exerçait sur ses employés. Désolé, j'ai encore niqué l'ambiance. Le 19 novembre 2018, l'avion privé de l'entreprise atterrit à l'aéroport international de Tokyo, avec à son bord Carlos Ghosn. La scène est filmée et on peut voir des hommes monter dans l'avion et fermer tous les stores. Il apprend sur le coup qu'il est soupçonné d'avoir dissimulé de l'argent au fisc japonais et que c'est Nissan, le groupe qui l'a sauvé, à la base de la dénonciation. Mais pourquoi Nissan? Il faut savoir qu'au Japon, les patrons gourmands sont très mal vus. Gagner plus de 900 000 € est déjà hors norme pour le pays, même en tant que PDG. Il faut savoir qu'en 2016, Carlos négocie avec les actionnaires pour une rémunération de 15 millions d'euros. Demande qui sera bien entendu refusée, mais il la fera tout de même passer en force auprès du conseil d'administration. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Mais cela ne sera pas la goutte qui fait déborder le vase, car selon certains, si c'était le prix à payer pour sauver Nissan, cela serait tolérable. Le vrai problème était la tentative de fusion appuyée par le gouvernement français des deux entités. Et dans cette affaire, le coupable était tout désigné, c'était bien entendu Carlos Ghosn. Lorsque Carlos cède sa place à Hiroto Seikawa en 2017, ce dernier aura vent des tentatives françaises de fusion et entame donc des recherches sur les potentielles dérives de Carlos Ghosn. Il fera monter un dossier contre lui jusqu'à avoir assez de preuves pour le déposer auprès de la justice japonaise. Seikawa portera même un discours 4 jours après l'arrestation, révoquant Carlos de son poste de chez Nissan, ce qui engendra le même scénario chez Mitsubishi, qui limogera Ghosn à son tour. À cette époque, Renault le maintient au poste de PDG, invoquant la présomption d'innocence, et la direction exécutive de Renault sera prise par Thierry Bolloré, qui était le numéro 2 à ce moment-là. Le soir même de l'arrestation, il est incarcéré en isolement à la prison de Kosuye. Carlos est confiant et se dit innocent. Il ira même à penser qu'il sera vite dehors et que c'est une erreur de la part de la justice japonaise. Petit hic, il n'est pas au courant qu'il va faire face au pire système judiciaire au monde, avec 99% des suspects principaux jugés coupables, d'autant plus qu'ici, l'intérêt de fusion français menace directement un fleuron de l'industrie japonaise, ce qui veut dire que les dés seront forcément pipés. Après 130 jours d'isolement dans une cellule où la lumière est allumée la nuit, une visite des gardes toutes les 30 minutes, un régime à base de 1600 calories par jour, 2 douches par semaine et des interrogatoires parfois de 14 heures, il se voit enfin octroyer une libération sous caution de 1 milliard de yens, soit environ 8 millions d'euros en mars 2019. Il sera donc assigné à résidence sous surveillance avec le droit de sortir de temps en temps dans l'attente de son procès. Contrepartie, il n'a pas le droit de voir sa femme, il n'a pas le droit d'aller sur internet, mis à part chez son avocat, et son téléphone est surveillé. Carlos est également surveillé par vidéosurveillance, mais sur ce point, les Japonais ont relativement confiance, car ce n'est pas une vidéosurveillance en direct, mais bien une carte SD qu'il doit remettre à la justice chaque 15 du mois. Mais Carlos n'est pas uniquement surveillé par le système judiciaire japonais. Une autre entité l'espionne. Vous l'aurez deviné, c'est bien Nissan qui va jusqu'à embaucher un cabinet de surveillance, car ils sont conscients que Carlos Ghosn peut tenter quelque chose. Oh boy, qu'ils avaient raison. Suite à la découverte de cette filature, les avocats de Carlos demandent l'arrêt immédiat de cette procédure, et seulement 2 jours plus tard... Incroyable fuite de Carlos Ghosn. Il a quitté le Japon alors qu'il était en résidence surveillée. Il dort ce soir au Liban. Alors, avant de passer à l'évasion de Carlos, il serait bon de savoir ce qui lui est reproché, et de comprendre ses mêmes reproches. Et comme vous avez pu le constater, le titre est bien « Accusation », car il n'a toujours pas à ce jour comparu devant un tribunal. Le premier point d'accusation est que le Japon l'accuse de ne pas avoir déclaré l'entièreté de ses revenus aux autorités nippones. En effet, il aurait caché des revenus différés dans les rapports de Nissan concernant des paiements qu'il aurait dû recevoir après son départ de Nissan, mais qui n'auraient pas été communiqués aux actionnaires, violant ainsi la loi japonaise sur les instruments financiers. On est
estime cette somme à environ 74 millions d'euros. Petit retrait de sympa, le Carlos. Le second point d'accusation est l'un des points principaux de cette affaire est la fraude concernant l'abus de biens sociaux. Pourquoi principal? Car ce point a également valu l'ouverture d'une enquête en France, point sur lequel le Japon et la France sont donc d'accord. Cependant, dans les deux cas, les tribunaux n'auront pas assez de preuves mis à part quelques clignotants, comme une fête somptueuse au château de Versailles qui coûtera 635 000 euros pour fêter un événement symbolique au sein du groupe Renault, les 15 ans de l'alliance avec Nissan, qui tombe étrangement le jour de ses 60 ans. Coïncidence. Il n'y aura donc pas de poursuite pour ce chef d'accusation, et il me semble que l'enquête est toujours en cours concernant la France. C'est quoi un abus de biens sociaux? L'abus de biens sociaux, c'est lorsqu'un dirigeant d'entreprise décide de faire de mauvaise foi usage des biens de la société qu'il sait contraire à l'intérêt de cette même dite société, soit à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés. Par exemple, l'achat d'un jet privé sur le compte de l'entreprise et de l'utiliser pour partir en vacances, au lieu de partir en réunion. Ça, c'est de l'abus de biens sociaux. Le troisième point étant l'utilisation d'une société écran baptisée ZI-A Capital BV, enregistrée aux Pays-Bas en 2010, sous prétexte de gérer des investissements stratégiques pour l'Alliance. J'ai vu passer des chiffres différents, laissant penser que les journalistes laissaient cours à leur imagination. Je ne donnerai donc pas de chiffres personnellement pour éviter toute fausse information. Pour info, une société écran est une société fictive ayant pour principal objectif de dissimuler des transactions financières. En général, ces sociétés sont basées dans des paradis fiscaux, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas, même si elles ont une finance un peu plus relaxe. Selon Carlos, la société avait été créée pour soutenir des projets stratégiques de l'Alliance Renault-Nissan dans différentes régions du monde. D'ailleurs, dans la catégorie transfert de fonds bizarres entre sociétés, il transféra également plusieurs millions à titre de projet marketing à un distributeur Nissan Doman qui reversera la somme à une petite société basée au Liban. Encore une coïncidence, je pense. Et le quatrième et dernier point étant que Carlos Ghosn est accusé d'avoir versé 14,7 millions de dollars à une société d'un ami milliardaire saoudien pour couvrir des pertes personnelles pendant la crise de 2008 et en échange garantir un soutien stratégique à Nissan au Moyen-Orient. Les procureurs affirment que ces paiements n'étaient pas justifiés commercialement et relevaient d'un abus de fonds d'entreprise, donc un abus de confiance aggravé et conflit d'intérêts. Mais Ghosn se défend en affirmant que ces paiements étaient légitimes et liés à des services rendus à Nissan, notamment pour résoudre des conflits financiers et commerciaux au Moyen-Orient. Nous sommes donc en décembre 2019. L'ombre d'une peine de 20 ans de prison commence tout doucement à se profiler et Ghosn crie au complot. Selon lui, le Japon cherche uniquement à faire taire le patron de Renault qui, sous l'impulsion du gouvernement français, souhaitait fusionner les deux entités en une seule grosse société. Mais pourquoi la France a-t-elle poussé Carlos Ghosn à cette fusion? Il faut savoir que l'État français est actionnaire du groupe et détient donc 15% de l'entreprise. Nissan générant plus de profit que Renault, l'État français souhaitait également sa part du gâteau. Rien de plus. On dit merci à Macron. En voyant la menace de finir derrière les barreaux et grandir l'incapacité d'imaginer une vie sans revoir sa femme, c'est beau l'amour, Carlos commencera à imaginer l'impensable, digne d'un scénario de film, s'échapper du Japon. 18h30, 29 décembre 2019, Carlos Ghosn quitte son appartement à Tokyo sous prétexte de se rendre à un dîner. Il est d'ailleurs filmé par les caméras de surveillance de la ville, rien d'anormal pour l'instant. Sa destination, l'hôtel Grand Hyatt, pour y rencontrer l'ancien militaire américain Michael Taylor et son fils John. Vers 20h, Carlos Ghosn et ses complices se rendent à la gare de Tokyo pour prendre un TGV japonais Shinkansen en direction d'Osaka, environ 500 km au sud de Tokyo. À 23h30, à leur arrivée à Osaka, Ghosn et ses complices se rendent dans un hôtel proche de l'aéroport international de Kansai et il prépare le reste du plan, notamment l'étape cruciale suivante, embarquer Carlos Ghosn dans un vol privé sans éveiller les soupçons. Carlos est caché dans une malle noire de transport destinée à un instrument de musique. Bliss compte bien sur le fait que la sécurité aéroportuaire ne vérifiera pas les bagages volumineux de ce type. C'est donc à minuit 30, le 30 décembre, et suite à un moment de tension, le manager qui avait reçu une petite prime sympathique afin de fermer les yeux, décide de péter un câble et de demander l'ouverture de la malle. Heureusement pour Carlos, ce dernier lâchera l'affaire car Taylor insistera sur la précipitation qu'il doit absolument décoller. Le jet type bombardier décolle donc en direction d'Istanbul et à minuit 46, l'avion sort définitivement de l'espace aérien du Japon. Et Carlos atterrira vers 5h du matin à Istanbul en homme libre. Il sera transféré vers un autre jet privé à destination de Beyrouth, capitale du Liban. C'est donc vers 7h du matin qu'il rejoint enfin ses proches. Dans la journée, Carlos Ghosn publie un communiqué dans lequel il déclare être libéré du système judiciaire japonais et explique que sa fuite était nécessaire pour échapper à ce qu'il considère comme une injustice. Il sera fiché sur Interpol par le Japon, mais de toute façon, le Liban n'ayant pas d'accord d'extradition avec eux, il ne risque donc rien tant qu'il ne sort pas du Liban. Il tiendra d'ailleurs à convier une conférence de presse le 8 janvier 2020 et il s'entoure d'experts en communication pour que le tout soit parfait. Ils iront même jusqu'à choisir les journalistes qui ont l'accès à cette conférence. Il y donnera un véritable show, une démonstration de force, le message
passage est fort et peut être résumé en « Je suis toujours debout et le Japon vous ment ». Un passage marquant sera lorsqu'il citera « Je n'ai pas fui la justice, j'ai fui l'injustice ». Merci beaucoup, c'était Fraude Fiscale et à bientôt.